Chers téléspectateurs, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Moataz El Ahmadine, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Monsieur Ravi, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, Votre Excellence, quand on parle de la situation actuelle, quelles sont les probabilités d'une confrontation limitée se transforme en guerre régionale ouverte, impliquant d'autres acteurs au Moyen-Orient? Bon, je crois que la guerre ouverte est déjà en cours, parce que l'Iran a déjà attaqué quelques pays du Golfe, et puis à part ça, il y a bien sûr Israël qui frappe toujours l'Iran avec l'appui des États-Unis, et Israël normalement qui frappe où elle veut, qui elle veut, quand elle veut. Il y a une guerre ouverte dans la région, il n'y a pas de doute. Alors, comment l'élargissement du conflit pourrait-il affecter la sécurité des voies maritimes stratégiques telles que le détroit d'Ormuz et de Bab el-Mandeb? Bien sûr, le détroit d'Ormuz est déjà quasi fermé, même théoriquement fermé. Oui. Bab el-Mandeb jusqu'à maintenant n'a pas été affecté, mais il y a au bout droit du détroit, bien sûr, les Houthis, le Yémen, qui avait déjà menacé de le fermer lors de la guerre qui est toujours courante d'ailleurs, mais personne n'en parle, contre nos frères à Gaza et à la Palestine en général. Oui. Mais plus important encore, les voies maritimes globales sont menacées parce que, comme vous le savez, hier, les Américains ont coulé un navire iranien devant le Sri Lanka, Oui. loin dans l'océan Indien. Et aussi, il y a eu un navire russe qui a coulé entre la Libye et l'île de Malte. Alors là, ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz ni la mer Rouge, mais c'est plutôt une menace globale aux voies maritimes, bien sûr. Oui. Quand on parle des pays du Golfe, quel est le degré de préparation des systèmes de défense antiaérienne des pays du Golfe face à d'éventuelles attaques? Bon, apparemment, ils ne sont pas prêts parce que les missiles iraniens ont pu arriver dans tous les pays du Golfe, sans exception. Mais aussi, il faut prendre compte que ces pays comptent sur les États-Unis pour les protéger. Et les États-Unis ont d'autres préoccupations. Ils protègent leur base militaire, ils protègent Israël. Et peut-être la troisième ou la quatrième priorité est d'essayer de protéger les pays du Golfe. Alors là, je dirais qu'ils ne sont pas complètement préparés à, si jamais les Iraniens encore font l'escalade et ciblent les civils ou les installations civiles plutôt dans ces pays. Mais comme c'est apparent, les Iraniens ils disent qu'ils visent seulement les intérêts américains et les bases américaines, avec plus ou moins de succès dans ce cas-là. Oui. Quand on parle de ce conflit, comment les règles d'engagement entre les grandes puissances présentes dans la région pourraient-elles évoluer à part cette première semaine? Comment estimez-vous l'évolution de cette opération ou de cette guerre pendant les prochaines semaines et la participation d'autres pays, d'autres grandes puissances surtout, dans ce conflit? Bon, parlant des grandes puissances, bien sûr, on sait que la Russie est distraite en Ukraine. La Chine ne veut pas s'en mêler jusqu'à maintenant. Mais pourtant, les deux grands pays, ont déjà sorti des déclarations qui appuient l'Iran et condamnent l'agression américano-israélienne contre l'Iran. Ce matin, même le ministre des Affaires étrangères russe a dit que la Russie va faire à empêcher les opérations contre l'Iran, mais moi je m'en doute bien sûr. La Chine aussi avait demandé l'arrêt immédiat des hostilités, mais je ne crois pas qu'ils vont s'engager parce qu'il y a déjà une semaine qui a passé, il y a déjà un précédent en juin dernier.
Mais on va voir. Et la seule puissance qui est dans la région, qui est présente dans la région, c'est bien sûr les États-Unis qui appuient Israël et qui fait partie bien sûr de cette guerre, une partie originale de cette guerre. Votre Excellence, de point de vue stratégique, quel est l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel? Ça va réduire d'au moins 20% l'approvisionnement mondial du pétrole, et du gaz naturel aussi. Alors, comme c'était écrit dans votre rapport, ça pourrait faire doubler les prix du pétrole et la même chose pour les prix du gaz naturel, ce qui veut dire une crise économique globale. Déjà, les Européens, malgré qu'ils appuient les États-Unis et que la France et la Grande-Bretagne ont déjà envoyé des vaisseaux pour participer à cette opération, ils demandent de l'arrêt de la guerre. L'Allemagne avait déclaré ce matin aussi et hier soir qu'ils veulent un arrêt des hostilités parce que ça affecte très négativement l'économie allemande et l'économie européenne. Je crois que c'est le chaos complet et au point de vue économique et au point de vue politique. Votre Excellence, quand on parle des cibles déjà atteintes dans les pays du Golfe, on peut avoir des prévisions sur quelles sont les prochaines cibles que puisse attaquer l'Iran. Est-ce que, par exemple, on parle d'installations énergétiques, de cibles militaires? Comment voyez-vous les prévisions des cibles, surtout pour des attaques d'Iran sur la région? Bon, tout d'abord, il faut se rappeler que l'Iran n'a pas commencé cette pagaille. C'est les États-Unis et Israël qui ont tout commencé. Mais bien sûr, les cibles iraniennes dans les pays du Golfe, c'est les installations militaires occidentales, et surtout ceux des États-Unis. Et s'il y a aussi des ressortissants américains, peut-être aussi ils vont les cibler, comme ils ont déjà ciblé des hôtels. Mais à propos des ressources énergétiques, l'Iran a dénié plusieurs fois qu'ils ont ciblé les établissements en Arabie Saoudite et même au Qatar. Mais bien sûr, si les États-Unis ciblent les capacités de production de pétrole dans l'Iran, ou peut-être comme un des analystes importants à l'Occident avait mentionné qu'ils peuvent envahir quelques sites de production pétrolière en Iran. Alors là, si l'Iran a la capacité, peut-être ils vont cibler davantage. Mais à part ça, je crois qu'ils vont se concentrer sur les cibles militaires américaines et occidentales qui participent dans l'agression, parce que déjà, la décision de cibler des sites dans les pays du Golfe, je crois, était une faute qui n'était pas obligatoire. Mais bien sûr, on ne sait pas les circonstances, surtout que après la martyrisation de l'Ayatollah Khamenei, le suprême guide de l'Iran, je crois que les États-Unis et Israël ont éliminé avec préméditation le restreint et la modération en Iran. Oui. Quand on parle de point de vue stratégique, Monsieur l'ambassadeur, comment l'équilibre de la force entre les différents axes stratégiques régionaux pourrait-il être affecté par ce conflit? Bon, je tiens toujours à remarquer que cette guerre, elle ne crée pas un nouvel état d'équilibre stratégique. Elle enlève les masques ou la couverture sur ce qui se passait, parce que Israël, appuyé par les États-Unis et l'Europe, est toujours plus forte militairement que tous les pays de la région. Ça, c'est une politique
déclarée par les États-Unis et par Israël et par l'Union européenne. Mais bien sûr, avec cette agression, et non pas seulement contre l'Iran, mais comme je disais tout à l'heure, contre qui Israël veut, quand Israël le veut et où Israël le veut, bien sûr, elle crée une tension extrême dans la région qui ne peut pas être relevée, sauf si justement, si on parle de changement de régime, il faut regarder de l'autre côté, il faut regarder au régime génocidaire d'occupation illégale et coloniale en Israël qui doit être changé pour peut-être avoir une chance de stabilité dans la région. Même si on va encore plus à l'ouest, je crois que le changement de l'administration américaine va soulager tout le monde et surtout ses alliés très proches européens qui sont encore déconcertés par les ambitions impérialistes contre l'Europe et la politique même américaine en Ukraine. Quand on parle de l'axe stratégique de la Chine, par exemple, et de son poids stratégique dans la région, certainement avec la Russie d'autre part et la Corée du Nord, cet axe stratégique dans la région avait un allié, l'Iran. Est-ce qu'on ne s'attend pas à l'implication de ces pays dans le conflit? À mon avis, je crois que c'est un peu loin. Parce que les intérêts de la Chine, bien sûr, elles sont affectées par la hausse du prix du pétrole et la fermeture du détroit d'Ormuz, mais ils peuvent toujours payer un prix économique. Mais ils ne risqueraient pas, à mon avis, de payer un prix de réputation internationale et aussi ils ne veulent pas payer des ressources militaires et s'engager dans un conflit sans fin. Comme les États-Unis plus tôt, ils regardent les États-Unis se détériorer de plus en plus dans le système international et économiquement pour en profiter après. En ce qui concerne la Russie, encore, ils se concentrent dans l'Ukraine avec la complicité des États-Unis, bien sûr. Oui. Et c'est pour cela que je ne prévois pas une sortie proche ou une résolution proche de la guerre en Ukraine, bien sûr, contrairement à ce que disait le président américain qui disait qu'il allait finir ce conflit juste 24 heures après qu'ils prennent le pouvoir. Et nous voilà avec une paire de négociateurs qui n'ont pas d'expérience politique, qui ont déjà abîmé la situation à Gaza, en Iran, et entre la Russie et l'Ukraine, et on ne sait pas où prochainement. Est-ce que cette escalade pourrait-elle conduire à une recomposition des alliances militaires dans la région? On peut voir des pays changer d'alliance? Bon, il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a une alliance militaire dans la région, excepte entre Israël et les États-Unis. Mais à part ça, il y a, si vous considérez les alliés non gouvernementaux de l'Iran comme toujours comme une alliance militaire, ils sont toujours là. En ce qui concerne les pays arabes, ils ont bien sûr ce traité de défense commune qui n'a pas changé, mais il n'y a pas d'alliance militaire véritable. Il y a des bases bien sûr américaines, françaises et peut-être britanniques, non plutôt françaises et américaines dans le Golfe, dans les pays du Golfe arabe. Je ne crois pas que ça va changer prochainement. Peut-être après cette guerre, il y aura une réconsidération, mais ça prendra du temps, au moins une demi-décennie, mais pas tout de suite. Parfait. Quand on parle de la prolifération des drones et des missiles de précision, pourrait-elle, ces armes, ces nouveaux armes dans les armées, est-ce qu'elles pourraient transformer la nature de la guerre? On voit à présent une guerre d'une apparence nouvelle, un pays qui envoie des missiles à des milliers de kilomètres loin de chez lui à atteindre un pays tel qu'Israël. Par exemple, l'Iran envoie des missiles vers Israël et vice-versa.
Comment voyez-vous cela sur la scène internationale et certainement le poids stratégique dans la région? Bon, premièrement, la question des drones, il n'y a pas seulement les drones aériens, mais il y a les drones sous-marins aussi. Oui. Et bien sûr, depuis la guerre en Ukraine, il y a un rôle très important des véhicules indépendants qui ne sont pas opérés par des humains. Oui. Et là, il y a d'ailleurs une commission informelle aux États-Unis qui étudie ça depuis, je crois, 2014 ou 2015 à Genève dans la conférence de désarmement, Oui. parce que ce phénomène nouveau, bien sûr, affecte la décision d'entrer en guerre, affecte la décision de tuer des civils, parce que ça facilite aux opérateurs de tuer les gens par contrôle, par commande de contrôle, Oui. par télécommande, je voulais dire. Et aussi, il y a une autre génération de ces armements qui seront tout à fait indépendants. Je crois que peut-être Israël les a essayés dans sa guerre génocidaire contre le Gaza. Et bien sûr, c'est un développement très dangereux qui menace la paix mondiale, et peut-être c'est une partie du nouvel ordre international après la détérioration et la mort de l'ordre basé sur des règles reconnues par tout le monde. Je dirais plutôt que c'est le nouveau désordre international, et ça c'est une des relations principales militaires qui se forgent dans ce nouveau désordre international. Quels sont, selon vous, les risques de nouvelles vagues de déplacement de population à l'intérieur ou à l'extérieur des zones en conflit? Bon, c'est possible, peut-être même en Iran, maintenant que les Israéliens ont pris encore les Américains derrière eux et essayent d'inciter une révolution kurde dans l'Iran. Alors peut-être que s'il y a une riposte par l'Iran, peut-être que ça va affecter. Mais à part ça, je crois qu'il n'y a pas rien d'évident jusqu'à maintenant. Mais à propos des Kurdes aussi, ça reflète comment Israël est en train de mener les États-Unis vers des avenues inconnues et déstabilisantes. Et c'est une menace pour le monde entier, non pas seulement le monde arabe ou la région où il y a des Kurdes, mais aussi peut-être en Espagne, il y a le Pays basque, au Pakistan, il y a des minorités, en Inde, il y a des minorités, en Chine, partout depuis, j'allais dire, du Maroc à l'Afghanistan, mais non, c'est le monde entier. Hier, Trump avait menacé l'Espagne et qu'il allait arrêter tout le commerce international. Et puis la porte-parole avait déclaré que les Espagnols ont accepté, mais puis le Premier ministre espagnol est sorti pour déclarer que cela est faux et que l'Espagne n'a pas accepté de faire usage des bases américaines en Espagne pour entrer dans cette guerre. Alors je ne sais pas quel est le prochain pas pour les Américains. Peut-être que le président Trump va faire allusion aux Pays basques, on ne sait jamais, c'est tout à fait imprévisible. Et la question des Kurdes, là je ne sais pas que ça va fonctionner, ni la Turquie le permettra, ni même les Kurdes en Irak l'ont accepté, mais c'est la pagaille totale dans la région et dans le monde. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Mortazla Ahmadine, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent, une petite pause. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities